Il est un des héros du rallye aux 1000 virages. Un de ceux qui ont fait frissonner les foules qui s'amassent le long des routes. Mais qui pouvait se douter que derrière les sentiers de sa gloire, Jean-Claude Andruet cachait des épreuves terribles. Épreuves qu'il nous confie, avec ou sans filtre. C'est là que ça se passe. Ah, d'accord. Ah, ça fait drôle. Ah oui, ça fait drôle parce que c'est une grosse émotion pour moi. Oui. Oui. Eh ben, j'ai ma grande-tante qui m'adorait, la sœur de ma mère, la plus jeune, et ma mère qui est en 3e position, et puis sa sœur avec qui elle a toujours vécu, l'autre sœur, voilà. Oui. Ouais, c'était devant le café où je suis né. Je ne sais pas si j'étais né encore à ce moment-là, je sais pas. Votre maman qui est au centre, effectivement, Oui. elle arrive de la vallée d'Aoste. Oui, ça faisait déjà un moment. Exactement. Ça faisait déjà un moment qu'elle était en France, oui, bien sûr. Oui, Elle a eu un café qui s'appelait le café Courcelles, et puis un jour, elle a eu son propre café ici. On est à Montreuil, ici. À Montreuil, oui, voilà. Elle ne voulait pas d'ailleurs acheter ce café parce que ça lui semblait un trou. Vraiment, c'était vraiment dans le bas Montreuil, près de c'était un quartier très très populaire, mais enfin c'était voilà. Mais j'adorais ce quartier puisque quand on est quelque part. Souvent, mais bon, excusez-moi, je suis... Ah, mais ça fait quelque chose, hein, Jean-Claude. Oui, c'est vraiment... voilà, oui. Et puis ma grande-tante, je veux dire, qui m'adorait, quand elle est décédée, j'avais 12 ans, là, ma vie a changé, a été moins drôle. Quoi, voilà. Ah ben justement, on va en parler de votre enfance. Venez, on va aller là. J'espère que ça va vous faire un petit peu sourire quand même, cette photo. Oui, c'était une voisine. On était toujours ensemble quand j'étais tout petit, vraiment, quoi. Mais elle était plus âgée que moi, quoi. Voilà. Et puis, ça devait être mon cheval quand j'étais gamin. Et voilà. En quoi c'est devenu difficile avoir votre enfance? Non, mais parce que dans le café, à partir de 6 ans, je tirais du vin tous les jeudis matin, je mettais un tonneau en bouteille. À l'époque, c'était des pratiques, c'était même pas très rationnel, mais enfin c'était comme ça. Donc c'était pas terrible. Et puis après, plus tard, j'aidais ma mère au café. Donc et en plus, quand votre vous maman... faites des études, c'est pas, ça vous bouffe tout votre temps. Et puis votre maman, elle avait un défaut, si je peux me permettre, c'est qu'elle n'arrivait pas à fermer le café en plus. Ah, ouais, Dès que tant qu'il y avait du monde, elle restait. Ah oui, et vous, donc il fallait que vous... Jamais, samedi, dimanche, il n'y avait pas de jour de fermeture. Voilà, c'était... vous savez, à l'époque, par contre, elle était d'une honnêteté incroyable. Et à l'époque, les gens travaillaient dans un commerce toute leur vie pour pouvoir s'acheter une maison à la fin de leur vie, quoi. C'est tout, quoi. C'était pas... Maintenant, c'est en une année qu'ils veulent faire ça. Voilà. On va continuer parce qu'il y a eu quelque chose justement. On va voir la photo, puis vous allez m'expliquer ce que ça vous évoque. Oui. Celle-ci, là. Là, c'est... je pense que je dois être... Vous êtes à la ferme, là. Oui, je dois être à la ferme, à la campagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est un vrai déchirement de votre enfance, ça. Oui, parce que c'était la guerre, hein, puisque je suis né en 40. Et j'ai même fait l'exode dans le ventre de ma mère. Hein, voilà. Et donc, et quand, à 3 ans, ma mère m'a mis, vous savez, les gens partaient au ravitaillement, tout ça. Alors mon frère, qui avait 16 ans de plus que moi, il était parti en vélo. Et dans le Loir-et-Cher, il avait connu des jeunes paysans qui s'installaient, qui n'avaient pas de chambre et qui lui, était charcutier. Il allait tuer les cochons dans les fermes. Et puis, ils avaient une petite ferme. Et donc, avec des chèvres et des moutons qu'on gardait sur le bord des routes. Mais il ne fallait pas les laisser déborder dans les champs des autres fermiers. Donc, voilà, c'était un sport. Et donc, moi, j'avais 3 ans au début. Oui, votre mère, elle vous confie là le reste de la guerre. Et vous vous retrouvez tout seul, là, finalement. Ça va être, je répète, Jean-Claude, c'est quelque chose qui vous a traumatisé, ça. Vous avez l'impression d'être... C'est-à-dire que... quand ma mère venait, elle est venue me voir quelquefois, mais quand elle repartait, c'était terrible. Oui. Ouais. C'était terrible. Allez, venez, on va reprendre nos esprits. Parce qu'il y a quelque chose qui vous caractérise dans votre jeunesse, Jean-Claude, c'est ça.
Oui. C'est le sport. Oui, c'est le basket. Oui. Tous les sports. Oui, oui, et là, j'ai mis le basket parce qu'effectivement, vous allez jouer, bien jouer, mais j'ai mis cette photo parce que c'est au basket quand vous êtes jeune, quand vous avez 17 ans, que vous rencontrez une certaine Claudine, que vous allez épouser. Avant. Avant, Oui, même avant. Oui, avant quand même. Puisque, Oui, mais quoi qu'il en soit, à 17 ans, vous l'épousez, cette Claudine, et vous avez un enfant, et on aura l'occasion d'en reparler. Parce que c'est quand même important le basket dans votre vie. Et il y a aussi le judo, aussi. Oui. Jean-Claude, vous allez faire du judo aussi quand vous êtes jeune. Vous allez être champion de France de judo. Je répète, quand vous faites quelque chose, c'est à fond, toujours. Ben, c'est-à-dire, je suis pas, contrairement à ce que les gens pensent, je suis pas un type forcément super doué. J'aime bien réfléchir et analyser les choses. Et puis, je suis concerné, si vous voulez, par un sujet. Puis même quand je parlais à quelqu'un, dans mon métier de représentant, je faisais des prises mentalement dans ma tête. Enfin, c'était vraiment 24 heures sur 24. Et alors, et puis, mais souvent, je suis par contre, j'étais très concerné par la compétition. Voilà, la compétition, ça me motivait. Et puis, comme j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément une grande confiance en lui, c'était nécessaire ça me rassurait un peu quand je gagnais, quoi. Voilà. Vous avez parlé de votre métier de représentant. Eh ben, il est là. Oui. Acharné du sport, acharné du travail aussi. Jean-Claude, vous allez. Ouais. Donc là, vous êtes représentant. Oui. Quand je suis papa à 17 ans, j'ai pas le choix. Je quitte l'école, le lycée à 16 ans, et puis là, je me mets au travail pour assumer mes actes. Et donc, je savais que j'allais être papa quelques mois plus tard. Et voilà. Et je commence un métier de représentant, mais qu'à la commission. Donc au début, je gagnais rien du tout. Puis on était payé 5 mois plus tard, 4-5 mois après. Donc il a fallu, alors en attendant, je faisais des appartements en peinture ou des trucs comme ça. Enfin, je faisais pour gagner. Puis je faisais le magasinier dans le dépôt de boulonnerie, que j'ai commencé par la boulonnerie. Parce que vous allez avoir jusqu'à 7 activités différentes en même temps. Oui, quand j'ai commencé à courir. Vous êtes un Stakhanovitch du travail. Mais c'est-à-dire que j'étais obligé de travailler en dehors. J'ai déposé des brevets, je les ai exploités. Je devenais fou, quoi. Et j'ai gâché tout le début de ma carrière parce que je ne me rendais pas compte qu'à l'époque, j'allais tellement plus vite. J'étais dans des conditions, je courais dans des conditions épouvantables et j'ai gâché le début de ma carrière. Oui. Mais là, on en est encore. Vous êtes encore représentant, oui. Mais pas que, on a bien compris. Et il va arriver un événement inattendu dans votre vie. C'est pas là qu'on va en parler, justement. C'est dans la pièce d'à côté. Et quelque chose qui va vraiment bouleverser votre vie, quand même, on peut le dire. Venez. Ah bon ? Oui, venez avec moi. Donc, allez, asseyez-vous. Oui, merci. Et laissez-vous guider. Donc, on va commencer avec la première photo, si vous le voulez bien. J'ai mis cette photo, Jean-Claude, parce qu'avec Claudine, je l'ai dit, vous allez avoir un enfant. Oui. Petit Gilles. Oui. Ça a l'air idyllique, là, vous êtes au sport d'hiver, sauf qu'avec Claudine, ça va vite être, alors peut-être pas l'enfer, mais en tout cas, pas la vie idyllique qu'on imagine. Et surtout, Jean-Claude, un jour, quand vous rentrez du travail, comme représentant, je ne sais pas si c'est une vacherie. Quoi qu'il en soit, il y a Claudine qui vous dit de toute façon, tu ne le sais pas, mais qu'est-ce qu'elle vous dit exactement ? C'est pas par vacherie, c'est parce qu'un soir en rentrant, je dis à ma femme que de toute façon tu ne sais pas tout ça, puis naïvement elle m'a dit que mon père mon père était quelqu'un que je connaissais pas, quoi. Voilà. Que le père avec qui vous étiez à Montreuil, c'était pas votre père en fait. Elle oui, dit, mais enfin là, en fait, il y a toute la rue qui savait que vous n'étiez pas le fils de votre père, sauf vous. Oui. Et c'est un jour votre femme c'est incroyable que qui pendant, vous dit, voilà, 21 ans, jusqu'à 21 ans, elle vous dit, ton père, c'est pas ton père. Et là, j'imagine que vous tombez comme ça des nues et vous demandez. Je tombe assis. Et vous allez voir. Oui, alors ça, c'est ma maman. Oui. Et vous allez lui demander, mais maman, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit là ? Oui, bien sûr. Oui.
Bah oui, ça me semblait normal de vouloir connaître un petit peu quand même mes origines. Et puis, donc, elle m'a donné l'adresse de mon père, De lui. voilà, puisque, voilà, qui était, je le trouve très, très beau. Et Comment il s'appelle? Giovanni Ruggieri. Giovanni Ruggieri. À 21 ans, Ouais. vous découvrez votre papa. Et vous allez le voir d'ailleurs, ce Giovanni Ruggieri. Ben, c'est-à-dire, figurez-vous, j'envoie une lettre à ce moment-là, et la lettre, ce jour-là, dans son pays, près de Parme, et le facteur était malade, il a donné le courrier à distribuer à son fils qui a joué avec des enfants, et la lettre est sortie du sac, elle est tombée dans un ruisseau, elle a été emportée par le ruisseau, et elle s'est échouée, je sais pas, quelques kilomètres plus loin, tout ça, et il y a quelqu'un qui a été intrigué de voir une lettre dans l'herbe, comme ça, mais 2 mois après, et qui connaissait mon père, et qui lui a ramené la lettre, et à ce moment-là, il a repris contact avec moi. Et vous l'avez rencontré. Et on s'est retrouvés à la gare de Lyon. Oui, sans être déçu. Votre papa, c'est quelqu'un de bien. Très bien. Très, très bien. C'était un artiste. Oui, il était quelqu'un de très intelligent. Vraiment. La petite note un petit peu gaie de ça, c'est que votre mère, elle va profiter que vous retrouviez votre papa ils vont essayer de se remettre ensemble, vos parents. Oui, et puis ils ont revécu quand même un petit peu ensemble. Oui. Donc c'était. Alors moi, je leur avais dit à l'époque qu'il fallait pas qu'ils fassent ça pour moi, parce que j'étais adulte. Mais ça n'aura eu qu'un temps. Vous avez 21 ans. Cette année 61, justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Il y a ça aussi, Jean-Claude. Il y a lui. Oui, voilà, oui, parce que... Ah oui, Henri... Ah, vous avez retrouvé ça, fantastique, oui. Henri Oreiller, en réalité, vous savez, je vous expliquais, la société française était très différente, il n'y avait pas de télévision, pas de ça, donc les gens allaient au cinéma et il y avait les actualités avant le film, et les actualités parlaient des informations, quoi. Enfin, voilà, comme les informations de la télé maintenant. Et en 48, moi, j'ai vu au cinéma Davout, à la porte de Montreuil, j'ai vu la descente des Jeux Olympiques qu'Henri Oreiller a gagné. Et c'était impressionnant parce que on se demandait comment il était encore debout, quoi. Il était désarticulé, il sautait dans... C'était un truc incroyable, ça m'avait impressionné. Et donc, j'étais resté toujours marqué par ça. Et après le ski là, dont je vous ai parlé, à la course de côte de la Faucille, il y a eu un très beau reportage. C'est lui, là. C'est lui, c'est sa voiture à la course de côte de la Faucille. Et il gagne, parce qu'effectivement, Oreiller, la particularité, c'est qu'il a été champion olympique de ski. Et champion automobile. Et champion automobile. Et ça vous titille quand même un petit peu. Ah ben non, mais là, ça a été un coup de cœur. Là, ça a été un choc, parce que il y avait des images tellement belles, on voyait les graviers sauter, il était en dérapage, c'était magnifique. Et là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Puis j'avais acheté une Ondine Gordini pour travailler, l'Ondine Gordini. Et puis, quoi qu'il en soit, un jour, vous allez au sport d'hiver et vous montez avec votre famille. Et puis là, il y a un des moniteurs de la cour. Vous êtes à la Cluse, c'est ça, je crois? C'est la photo qu'on a vue avec mon fils. Je suis au jet. Et le soir, je partais, je redescendais sur Tanin, je remontais le col de Châtillon et je redescendais sur Cluse où j'allais voir mes décolleteurs. Je travaillais le soir. Et là, il y en a un qui est un petit peu le rapide de l'étape, qui dit, moi, je mets 20 minutes pour descendre. 24 minutes. Vous vous souvenez? Oui, 24 minutes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors je dis, écoutez, ce soir, je regarderai quel temps je fais, je vais voir. Et il y avait de la glace, je peux vous dire, sur la descente des jets, sur Tanin, sur la première partie, il y avait beaucoup de glace, tout ça. Et je pars, et je prends mon chrono comme ça, et je vois 21 minutes. Donc, le lendemain, tout content, dans le cours collectif, je lui dis, vous savez, j'ai pris mon temps, hier soir, j'ai fait 21 minutes. Et il rentre dans une colère, il dit, attendez, je connais la route par cœur, vous êtes un menteur, mais comme je comprends pas que vous puissiez dire des choses comme ça. Je lui dis, attendez, vous fâchez pas, moi j'ai pris le temps, mais écoutez, je vous propose, malgré que ça ne sera pas un avantage avec une Dauphine, il valait mieux être léger, j'ai dit, désignez quelqu'un, puis ce soir, comme j'y vais tous les soirs, il prendra le chronomètre, et comme ça. Et là, je fais 18 et quelque chose. Quoi, voilà. Et donc, là, vous vous rendez compte que vous avez un potentiel, effectivement. C'est-à-dire quand moi j'ai de l'adrénaline qui me facile, quand c'est compétition ou c'est mieux. Quand on vous met au défi, vous allez vite. Vous vous entraînez sur des circuits. Il ne faut pas me mettre au défi, moi. Et donc, peu de temps après, finalement, on vous revoit là.
Jean-Claude? Parce Ouais. qu'à l'époque, c'était pas si difficile que ça finalement de faire du rallye. Bah écoutez, j'achète il y a quelques années, là, quand je courais le Tour de Corse historique avec une Porsche, un train de pneus Pirelli coûtait 1 800 €. Donc moi, quand j'ai acheté cette voiture, j'ai payé 1 500 €, 10 000 francs. Et j'ai acheté un lecteur de cartes, 59 francs, tout pour l'auto, avenue de la Grande Armée. Et avec ça, j'ai gagné le championnat de France réservé aux licenciés de Très première année. rapidement, parce que Oui. vous prenez le rallye alors que la saison a déjà commencé. Oui. Le premier rallye, ça passe pas. Et puis très rapidement, vous gagnez toutes les courses. Et Ah j'ai ben, mis cette photo justement. J'avais pas le choix. Ça, c'est pas le premier championnat, ça. Exactement, parce que ça- vous allez être champion de France aspirant avec l'autre photo, et vous allez être même champion de France tout court, Oui, champion d'Europe. Vous Oui. allez très rapidement gagner beaucoup quand même, Jean-Claude. Oui, mais encore une fois, j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais pas laissé tous mes salaires à mes peut patrons. toujours puisque- faire. non, mais parce que j'avais pas une vie de sportif, j'avais cette activité, je dormais 2-3 heures par nuit, je devenais fou. Mais à l'époque, j'étais jeune, je résistais, mais quand même, j'arrivais au dernier moment, je préparais pas mes courses, et voilà, c'est dommage parce que je me rendais pas compte. Et en plus, je complexais parce que j'étais dans des conditions très défavorables par rapport à mes concurrents, oui, bien sûr. J'ai mis cette photo après, Oui. et c'est le Tour de Corse. Sur le Tour de Corse, il y a le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est effectivement la victoire, et le pire, c'est là quand vous êtes chez Ferrari. J'ai lu quelque part que vous avez gagné 3 Tours de Corse, mais vous auriez pu en gagner beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ferrari? Pourquoi vous n'avez pas gagné sur Ferrari? Alors, sur Ferrari, la première fois, d'abord, j'ai mis 6 ans pour convaincre Ferrari de venir en rallye. Et je leur ai dit, moi, attendez, si j'ai une 308, si j'ai 300 chevaux, je vais vous en gagner des rallyes. Et donc, ils acceptent. Enzo Ferrari, je l'ai rencontré plusieurs fois, et je crois qu'il m'aimait beaucoup. Et il avait vraiment confiance en moi comme pilote, donc ça c'est quelque chose qui me touchait parce que il connaissait la course, hein, je peux vous dire. Et quand j'arrive en Corse la première fois, il y avait donc 4 spéciales, donc une courte de la course de côte de Coty-Cavari et 3 grandes spéciales. Et quand je reviens à Ajaccio, où on avait un arrêt de 5 heures, j'ai 5 minutes d'avance sur le deuxième. Donc j'avais explosé le rallye, hein, je peux vous dire. Et quand je repars, la voiture ne marche plus. Elle fait 100 mètres, elle s'arrête, elle fait 200 mètres, elle s'arrête. Et là, je vais jusqu'après Sainte-Marie-de-Siché, un peu avant les bains de Guitère, je m'arrête parce que je mettais des heures pour... c'était pas possible, quoi, voilà. Et on a vu qu'on m'avait mis quelque chose dans l'essence. Et il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, une nuit où j'étais dans mes pensées, j'ai réalisé que j'étais le seul professionnel qui n'a jamais mis de cadenas sur son bouchon d'essence, et on me l'a fait plusieurs fois. Alors, ce qui fait dire à mes copains que une fois ou deux ça va, mais c'est parce que t'es un peu con quand même, voilà. Et le Tour de Corse, justement, vous l'avez dit, il y a quelque chose avec la Corse, parce que vous allez finir votre carrière, et puis vous allez après la recommencer encore. Vous en avez parlé sur les rallyes historiques. Oui. Et vous allez encore regagner en rallye historique. Qu'est-ce qui se passe avec la Corse, Jean-Claude Andruet? C'est un rapport presque mystique. Ben, si vous voulez, moi je suis sensible à la nature et la Corse c'est une telle beauté, c'est la fleur de la nature. Donc ça m'a touché, ça m'a toujours touché la nature. J'ai toujours été sensible à ce pays parce que c'est tellement beau et il y a tout, quoi. Il y a tout, c'est vraiment... il y avait certains comportements que je trouvais qui n'étaient pas à la hauteur de ce que mériterait ce pays qui est un paradis pour moi. Et donc, j'avais envie de passer certains messages. C'est vrai, vous aviez carrément des idées de développement économique sur la Corse. Voilà, c'est vraiment sur quelque chose la côte orientale, et valoriser tout ça, voilà. Et donc, je trouvais qu'on faisait rentrer de l'argent, mais on le rejetait aussitôt, quoi. C'était, voilà, c'est une chose parmi d'autres, hein. Mais vous l'avez bien dit, c'est une chose parmi d'autres, parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans votre vie. Il y a la course automobile, et puis il y a encore des choses, mais c'est dans une autre pièce qu'on va voir. Parce que vous n'en avez pas fini avec votre carrière. Ah oui, d'accord. Allez, venez avec moi, Jean-Claude, venez.
votre vie en Je images. ne sais pas ce qui m'attend, mais on va Eh ben, voir. on va commencer là. On Ouais, va commencer d'accord. là. Avec cette photo. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est pas tellement que vous couriez encore, parce que vous courez encore aujourd'hui, vous avez 78 ans et demi, Oui. vous faites encore des temps magnifiques, toujours à fond. Mais ce qui est intéressant sur cette photo, c'est ça qui est intéressant en fait, Jean-Claude. Oui, et les voitures, bon, ça n'a pas été pour mon bonheur, mais j'ai été le premier à lancer le véhicule électrique en France. J'ai eu l'idée de mes brevets en août 87. Et puis, j'ai un journaliste qui m'a demandé d'aider un de ses copains qui se retrouvait sur la Côte d'Azur, tout ça. J'aurais mieux fait de jamais le rencontrer. Et donc, j'ai fait ces voitures électriques. J'ai eu le concept, j'ai fait les moteurs dans les roues. Donc, j'ai fait des voitures électriques toutes roues motrices et directrices, plus légères que les voitures classiques de roues, quoi. J'étais très économe et tout ça en énergie. Et puis j'ai fait la petite moto, le premier également à faire les petites motos électriques. J'ai fait d'ailleurs 3 ans à Paris, rien qu'avec ça, parce que comme ça j'avais plus d'amende de stationnement et tout ça, c'était fantastique. Mais vous l'avez dit, vous allez tomber sur quelqu'un de mal intentionné qui, on va pas dire son nom, mais qui vous a volé, hein, concrètement. Qui m'a trahi, qui m'a tout fait. Et ça va tomber à l'eau. Alors que j'en avais fait un associé qui avait pas mis un rond dans un truc, donc voilà. Précurseur sur l'électrique, et puis précurseur ailleurs aussi, Jean-Claude. Précurseur là, en rallye. C'est vous le pilote. Oui. Copilote féminine. Oui, parce que j'ai été le premier à faire quoi. Parce qu'à l'époque... Pourquoi ? Mais attendez, à l'époque, vous savez, on ne peut pas comprendre si on n'a pas connu cette époque. Avant, quand je suis arrivé dans la course, les hommes couraient ensemble, les femmes couraient ensemble. Il y avait peu de femmes, mais elles couraient ensemble. Mais jamais un pilote courait avec une femme. Et au départ, quand j'ai connu Biche et sa famille était ils étaient tous dingues d'automobile. Donc, elle venait faire les entraînements avec moi. Et moi, j'avais, à l'époque, on était des faux professionnels en somme. Et donc, elle faisait les entraînements. Et puis, c'était un copain qui venait, qui faisait la course. Et moi, je trouvais ça injuste à un moment donné. Et j'ai dit à la Coupe des Alpes, je crois que c'est 68, j'ai dit, je partirai avec Biche ou je partirai pas parce que c'est pas juste. Voilà. Et là, on m'a fait perdre la Coupe des Alpes artificiellement. Et puis, ils se sont rendus compte, avec un peu de retard, que finalement, c'était assez original. Et au contraire, après, on m'encourageait à le faire. Oui, et puis, comme j'avais été le premier, toutes les femmes qui voulaient courir m'appelaient. Voilà. Parce que vous en avez eu quelques-unes, effectivement. Mais Oui. vous avez dit son prénom, Biche. Oui. Parce qu'il y a eu des succès aussi avec Biche. J'ai gagné le rallye Monte-Carlo avec Exactement. elle, oui, puis j'ai gagné quand même quelques courses. J'en ai aussi perdu quelques-unes avec elle, si, oui. Voilà. Parce qu'avec Biche, il y a même une amitié qui va au-delà. Et là, c'était il y a peu de temps, là, finalement, sur un rallye historique. Alors là, c'est en 2013, c'est la Régie Renault qui m'avait demandé de participer au rallye du Monte-Carlo historique pour commémorer, ça faisait les 40 ans de ma victoire, puisque ma victoire de Monte-Carlo 73, c'est la première course du championnat du monde actuel. Voilà. Les amis, on va passer à la famille, Oui, d'accord. si vous le voulez bien. Parce que vous avez eu des enfants. La petite Céline, 1974. Oui, et Gilles qui est derrière, qu'on voit en On photo. va revenir. Oui. Et puis là, c'est Lucie. C'est Lucie, C'est Lucie, ma en dernière fille. en 2005. Enfin, elle a 13 ans et demi maintenant, et qui est une petite fille fantastique. Et puis, vous en avez parlé. Gilles, il va passer son bac en Corse, au Oui. lycée Fèche à Ajaccio. Oui. Gilles est surdoué. Il va être champion de France d'échecs. Mais surtout, ce qui s'attache au nom de Gilles Andruet, c'est un drame. Votre fils, Oui, il va être assassiné. Il a été assassiné. oui. Et c'est un drame dont vous ne guérissez jamais, ça. Et bien sûr, j'y pense tous les jours. Et je veux dire, c'est vraiment tellement dommage, quoi. Et là, on a eu une période de 3 ans où on ne s'était pas vu. Et puis, il m'avait rappelé un mois avant, et il devait venir revivre avec moi
Et donc j'étais tellement content de ça. Et puis malheureusement, il a encore... il y avait des choses que je ne connaissais pas de sa vie qu'il a voulu régler certainement à Paris. En fait, il a fait confiance à des gens. Il a fait confiance, comme il était beaucoup plus intelligent que moi. C'était un extraterrestre, lui. Mais il était aussi naïf aussi. Il tenait ça de moi aussi. Et donc là, ils l'ont tué pour ça. Hein, voilà. Et pour ajouter de la dramaturgie à cette histoire, c'est que les coupables n'ont pas été punis. C'est scandaleux, c'est un scandale, c'est vraiment, ça vous dégoûte de la justice. Elle me hante, l'histoire de votre fils, Jean-Claude. C'est terrible. En plus, en dehors de ces hommes, enfin, il était, par ailleurs, vous voyez, il était naïf un peu et gentil, mais franchement, je vous assure, c'est pas parce que c'est mon fils, mais moi, je sais bien compter, hein, mais j'ai une mémoire des chiffres et tout, mais lui, c'était un extraterrestre, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai plein de copains à lui qui étaient en classe à Ajaccio avec lui, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, tout ça, qui m'ont parlé de lui, toujours avec des histoires fantastiques, vraiment. On fait la dernière image de notre périple. Et j'ai choisi celle-là. Oui, j'ai choisi celle-là. C'est ma victoire au Monte-Carlo, quand j'arrive. Quand vous voyez cette photo, oui. Jean-Claude, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit, au-delà de cet exploit dans la descente pour gagner ce Monte-Carlo, cette foule, cette vie que vous avez eue? Je dois vous dire que c'est vrai que j'ai toujours été sensible et très touché par la popularité, pas pour proprement la popularité, mais ce qu'il y avait derrière, l'amour que je ressentais derrière, si vous voulez. Mais je pense que j'ai toujours été généreux dans l'effort et que j'ai dû apporter quand même du plaisir ou du bonheur sur mes passages, si vous voulez. D'ailleurs, ça m'a longtemps posé, au début de ma carrière, je me disais que c'était pas très moral que je sois professionnel et dans quelque chose qui me plaise, que ça, moi je me posais des problèmes et à un moment donné, j'ai compris qu'on pouvait aussi apporter du bonheur et être utile sur Terre en faisant des choses qui éblouissent les yeux des gens qui sont là, quoi. Voilà. Donc, j'y suis sensible et ça m'apporte beaucoup. Parce que ça continue, ça. Et j'ai toujours des témoignages très émouvants. Et ça fait toujours plaisir. Ah oui, énormément. Même les jeunes. Comment ? Même là, d'ailleurs, hein, dans l'équipe, il y en a qui sont encore venus vous dire. Hein. Elle est venue à côté de moi. Oui. Ça se finit toujours avec un selfie, cette émission. Vous en faites en plus des selfies. Oui, mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour qu'ils se valorisent. Parce que je suis petit et que là... Souriez. Voilà. Hop, il est fait. Merci infiniment, Jean-Claude Andruet. Merci à vous. Merci, bon séjour en Corse, parce que je sais que vous avez des propriétés. Et puis merci à toute votre équipe, parce qu'on ne se rend pas bien compte de tout le travail que ça nécessite pour faire, et c'est assez impressionnant. Si vous le dites. Merci. Merci Jean-Claude. Au revoir.